Le jour où j'ai effacé son nom pour toujours, j'avais 72 ans. Mais ma vengeance avait commencé 40 ans plus tôt. Abonnez-vous s'il vous plaît, car cette histoire va changer votre vision de ce que signifie vraiment la justice. Permettez-moi de vous ramener en 1952, dans cette petite ville de Virginie occidentale où les collines semblaient nous écraser sous leur poids. J'avais 16 ans, et je ne savais pas encore que l'homme que j'appelais papa allait détruire ma vie, avant que je ne détruise la sienne, des décennies plus tard. Notre ferme se dressait au bout d'un chemin de terre, isolée comme une plaie ouverte sur le paysage. Papa enfin, celui que je croyais être mon père, régnait sur nous trois avec la fermeté d'un patriarche biblique. Maman se mouvait dans l'ombre, courbée sous le poids de secrets que je ne comprendrais que bien plus tard. Mon frère aîné, Robert, était l'étoile de cette constellation brisée, celui qui hériterait de tout, celui qui perpétuerait le nom de famille. Jusqu'à ce que la rougeole arrive. L'épidémie balaya notre région comme un incendie invisible. En 3 semaines, elle emporta Robert. 3 semaines pour que s'effondre l'univers de cet homme que j'appelais papa. Je me souviens de ses sanglots étouffés derrière la porte de sa chambre, de ses poings frappant les murs jusqu'au sang. Le deuil l'a rongé de l'intérieur, comme un acide qui dissout tout sur son passage. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était la folie. Elle s'est installée progressivement, d'abord par des regards étranges qu'il posait sur moi, puis par des murmures incompréhensibles quand il pensait que personne ne l'entendait. « Robert, mon fils, il est revenu. » Je frissonnais quand j'entendais ces mots, sans comprendre qu'il annonçait l'horreur qui allait suivre. La première fois qu'il m'a touché, j'avais 17 ans. Maman était partie au marché, et lui, il était entré dans ma chambre avec ce regard vide, ses yeux qui ne me voyaient plus moi, mais le fantôme de mon frère mort. « Robert, a-t-il murmuré en tendant sa main vers moi. Mon petit garçon est revenu. » J'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti. La terreur m'avait figé, transformé en statue de sel. Et puis, il y a eu cette douleur, cette violation qui allait se répéter encore et encore, pendant 2 interminables années. Maman savait. Je l'ai compris à la façon dont elle détournait les yeux quand je descendais pour le petit déjeuner, les cheveux défaits, les yeux gonflés de larmes. Elle savait, mais la honte l'avait rendue muette. Dans notre communauté, on ne parlait pas de ces choses-là. On les enterrait sous des couches de silence et de prière. Le jour où j'ai découvert que j'étais enceinte, j'avais 18 ans. Maman a blêmi quand je le lui ai annoncé, ses mains tremblant comme des feuilles d'automne. Il faut que tu t'en débarrasses, a-t-elle chuchoté, les yeux rivés au sol. Personne ne doit savoir. Mais quelque chose en moi s'est rebellé. Ces enfants, car j'ai su instinctivement que j'emportais d'eux, étaient innocents. Ils méritaient de vivre, même dans ce chaos. Non, ai-je répondu avec une fermeté qui m'a surprise moi-même. Je les garderai. Le feu a tout changé. Une nuit de janvier 1954, papa a mis le feu à la grange dans un accès de délire, croyant voir Robert dans les flammes. Les voisins sont arrivés à temps pour sauver la maison principale, mais notre vie dans cette ferme était finie. L'assurance nous a permis de déménager chez la sœur de maman, à Charleston. C'est là que papa a complètement basculé. Il passait des heures à parler à des gens qui n'existaient pas, à hurler le nom de Robert dans le vide. Un matin, on l'a retrouvé nu dans la rue, en train de creuser la terre avec ses mains ensanglantées, cherchant le cercueil de son fils. L'internement était devenu inévitable. Mes jumeaux sont nés un mardi de mars, sous un ciel gris comme l'acier. 2 petits garçons parfaits, aux yeux clairs et aux poings serrés. En les tenant contre moi, j'ai su que ma vraie vie commençait là, dans cette chambre d'hôpital qui sentait l'éther et l'espoir. Trouver du travail avec 2 bébés n'a pas été simple. Les gens chuchotaient sur mon passage, inventant des histoires sur le père de mes enfants. Certains étaient cruels, d'autres simplement curieux, mais tous me jugeaient. J'ai finalement décroché un poste de femme de ménage à l'hôpital général de Charleston. Les nuits étaient longues, le travail épuisant, mais c'était honnête. C'est là que j'ai rencontré James, le pharmacien de l'hôpital. Un homme doux, aux cheveux prématurément gris et aux yeux bienveillants.
Il ne m'a jamais posé de questions indiscrètes sur mon passé. Il me parlait de littérature pendant ses pauses, m'encourageait à reprendre mes études. Vous avez l'intelligence d'une infirmière, me disait-il souvent. Ne vous laissez pas définir par les circonstances. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, dans une petite cérémonie à l'église méthodiste. James a adopté mes fils sans hésitation, leur donnant son nom et tout l'amour qu'un père peut offrir. Pour la première fois de ma vie, j'ai connu ce que signifiait la paix. Mais le passé a une façon sournoise de ressurgir. En 1962, maman est tombée gravement malade. Sur son lit de mort, elle m'a fait une révélation qui a tout chamboulé. « Il n'était pas ton père », a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. « Ton vrai père, c'était un jeune homme de passage. Un vendeur ambulant. Il ne l'a jamais su. » Le choc m'a coupé le souffle. Tout s'éclairait soudain. La cruauté de cet homme, sa haine inexpliquée, sa facilité à me faire du mal. Je n'étais pas sa fille, j'étais la preuve vivante de l'infidélité de sa femme. Chaque fois qu'il me regardait, il voyait sa propre humiliation. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait sceller son destin. J'ai passé des mois à rassembler les documents nécessaires. Certificat de naissance, papier d'adoption, acte de mariage. Avec l'aide d'un avocat de Charleston, j'ai entamé les démarches pour changer légalement nos noms, le mien et celui de mes fils. Nous allions effacer toute trace de cet homme de nos existences. Le processus a duré 2 ans. 2 années pendant lesquelles j'ai appris à maîtriser le système juridique, à naviguer dans la bureaucratie, à faire valoir mes droits. J'avais découvert un talent pour la stratégie, une patience que je ne me connaissais pas. En 1965, c'était fait. Officiellement, nous portions désormais le nom de famille de James. L'homme qui m'avait détruite n'existait plus dans nos vies, pas même sur le papier. Ses petits-fils portaient le nom d'un autre. Sa lignée était coupée, son héritage effacé. Mais ce n'était que le début de ma vengeance. J'ai repris mes études d'infirmière, comme James me l'avait conseillé. Les soirées étaient consacrées aux manuels médicaux, les week-ends aux stages pratiques. Mes fils m'ont vu étudier, lutter, réussir. Ils ont grandi en comprenant que l'éducation était une arme plus puissante que la colère. En 1970, j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière diplômée d'État. La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu un jeudi ensoleillé de juin. James était dans le public, applaudissant avec fierté, mes fils à ses côtés. À cet instant, j'ai su que j'avais gagné. Pendant toutes ces années, cet homme croupissait dans son asile, oublié de tous. Parfois, des échos me parvenaient. Il réclamait sa fille, demandait des nouvelles de ses petits-fils. Le personnel ne savait même pas de qui il parlait. Officiellement, cette fille n'existait plus. L'ironie de la situation m'est apparue progressivement. Lui qui avait voulu détruire ma vie avait en fait forgé ma force. Chaque agression avait aiguisé ma détermination. Chaque humiliation m'avait appris la résilience. Il avait créé sa propre némésis sans le savoir. James et moi avons coulé des jours heureux. Il m'a montré ce qu'était un véritable partenariat basé sur le respect mutuel et l'affection sincère. Nos conversations s'étendaient des heures durant, mêlant littérature et philosophie, rêves et projets. Avec lui, j'ai découvert que l'amour pouvait être doux, patient, constructif. Mes fils ont grandi en hommes accomplis. L'aîné est devenu médecin, le cadet enseignant. Ils ont fondé leur propre famille, perpétuant les valeurs de respect et de bienveillance que James et moi leur avions transmises. Jamais ils n'ont su la vérité sur leurs origines biologiques, et cela valait mieux ainsi. En 1987, j'ai reçu un appel de l'asile. Cet homme était mourant, et il réclamait sa famille. L'infirmière au bout du fil semblait perplexe. Il parle d'une fille et de petits-fils, mais nous n'avons aucun contact dans son dossier. « Je ne connais pas cet homme », ai-je répondu calmement. Et c'était la vérité. L'homme qui m'avait fait tant de mal n'existait plus que dans les murs de cette institution. Il est mort seul, un mardi de novembre, emportant avec lui ses regrets et ses fantômes. Sa tombe ne porte aucun nom familier. Aucun descendant n'est venu le plairer.
Son héritage s'est évanoui avec lui, comme s'il n'avait jamais existé. Voilà ma vengeance, l'oubli total. Pas de violence, pas de confrontation dramatique. Juste l'effacement méticuleux et définitif de son passage sur cette terre. Il voulait détruire ma vie, j'ai détruit sa mémoire. Aujourd'hui, à 72 ans, je regarde mes petits-enfants jouer dans mon jardin. Ils portent le nom de James, ils perpétuent son héritage de bonté. Leur rire efface définitivement les échos du passé. La vraie victoire, ce n'est pas la violence. C'est de construire quelque chose de beau là où il ne restait que des cendres. C'est de transformer la douleur en force, l'humiliation en dignité, la haine en amour. Cet homme croyait m'avoir brisé. En réalité, il m'a forgé. Et la femme qu'il a créée malgré lui a eu le dernier mot, l'oubli éternel.